Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, mercredi, je retrouve avec plaisir Alain Orégan, artiste peintre, pour nous parler de sa peinture, de sa conception de la peinture et de son univers. Bonjour Alain. Bonjour. Hier, on a parlé de la peinture comme une caisse de résonance. Et du fait que chaque peinture pouvait évoquer en nous des choses différentes en fonction des moments de notre vie. D'ailleurs, vous dites que c'est un moyen universel de communication et intemporel. Complètement. Puisque on n'a rien inventé. Les grottes de Lascaux, bien sûr, elles sont là aussi pour communiquer sur une philosophie, si on peut. À l'époque, ce terme n'existait pas, bien évidemment, mais quelque part, c'est le sens de la vie. Complètement. Se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous, quoi. Donc, on peut autant être interpellé et ému par une peinture de Nicolas Poussin, comme des peintres du XVIe ou les Néerlandais, les Hollandais, c'est. Moi, vous me demandez quel peintre je préfère, je ne peux pas vous le dire, même si en réalité, un homme comme Picasso, au XXe siècle, à 20 ans, c'était déjà Picasso, à 79, c'est toujours Picasso. Et pourquoi ? C'est tout simple, c'est parce que quand on est devant une feuille de papier ou une toile et qu'on essaie de faire quelque chose, on connaît bien cette difficulté énorme qu'il y a à créer des formes. Et quand vous voyez cet homme, c'est absolument invraisemblable. Je ne parlerai pas de sa vie, qui ne m'intéresse absolument pas, c'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est exceptionnel, complètement exceptionnel. Il m'a appris la diversité, quoi. Il m'a appris la diversité. Pour moi, Picasso, c'est... je vais manquer d'humilité, c'est mon copain. Allez, je vais manquer d'humilité, voilà. C'est tellement exceptionnel. Il y a ce désir d'espèce de transformer les choses toujours, quoi. Continuellement, quoi. C'est comme disait Rimbaud, il faut changer le monde. Je connais pas bien Rimbaud, je vais pas jouer l'intellectuel, mais enfin, il faut changer le monde. Et qu'est-ce qu'il avait Rimbaud avait raison, Picasso a raison, tous les créateurs ont raison. Et on sent les mêmes choses, on a sans doute les mêmes obsessions, mais les mêmes révoltes. C'est une espèce d'évidence. Cette exploration, cette exploration des techniques tout le temps. Mais complètement, ouais. Des manières, des thèmes. C'est les formes, quoi, qui sont extraordinaires. Et il a traité de toutes sortes de choses. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi ne parler que d'une chose ? Moi, je ne me vois pas faire que des pommes dans une assiette, quoi. Surtout maintenant, mais bon. Quoique, après tout, c'est pas le thème qui est là. C'est pas le thème qui compte, c'est la manière dont on va traiter les thèmes qui sont importants. Voilà, c'est ça. Donc on peut toujours faire des corps humains, on peut toujours faire des pommes, évidemment. Et après, le volume sera traité de différentes façons, et c'est ça qui fera la différence. Mais bien sûr. Puisqu'il y a un fil rouge quand même, durant tous ces siècles de peinture, comme vous le disiez, les thèmes traités sont toujours finalement les mêmes. Sinon, on ne serait pas ému par une peinture... par une peinture qui a 400 ans. Bien sûr. Donc finalement, les peintres se succèdent, les siècles se succèdent, oui, mais justement, vous êtes toujours dans la même quête. On est toujours dans la même quête. Alors, ce qui est un peu compliqué peut-être dans notre siècle et au XXe, c'est que, en fin de compte, le peintre s'est complètement individualisé. Avant, les gens étaient dans des groupes. Vous prenez au XIXe siècle les impressionnistes, vous avez les impressionnistes. Vous avez le fauvisme au XXe siècle. Maintenant, le peintre est beaucoup plus dans son monde, avec sa métaphysique, et beaucoup dans la pensée. Sans doute beaucoup trop, parce qu'encore une fois, c'est l'image qui compte. C'est une espèce de
match, quoi, de combat entre le format et vous. Et le format, c'est vous aussi, d'ailleurs. Hein, c'est une espèce de conversation. C'est une conversation peinte, c'est une conversation. Le coup de pinceau que vous donnez, c'est émotion, conversation. Et voilà, qu'est-ce que je dis avec ce coup de pinceau, quoi? Qu'est-ce que je raconte? De quoi est-il fait? Est-ce qu'il est fait de tendresse, de subtilité, de grâce ou de violence? Vous comprenez? Tout ça, ça compte, quoi. Alors, en fonction du sujet que vous avez utilisé, évidemment, la largeur de votre pinceau, le trait va changer, évidemment, avec ce que vous éprouvez dans ces émotions-là, évidemment, quoi. Ça, alors, le fait d'accompagner souvent dans vos publications, d'accompagner vos peintures, qui pourraient se suffire à elles-mêmes, dans ce qu'elles ont à dire, le fait de les accompagner comme ça de textes de vos amis poètes, est-ce que c'est pas une manière de donner un moyen d'expression pour ceux qui n'ont pas les codes, par exemple? Parce que la peinture est quand même quelque chose d'assez fermé. Bien sûr, surtout maintenant. Surtout maintenant, encore une fois, quand on faisait des pommes, c'est pas difficile à reconnaître une pomme, quoi. Hein, bon, alors c'est beaucoup plus complexe maintenant. Surtout en ce qui concerne mon travail. Encore une fois, je peux très bien faire un travail sur une feuille de papier, une toile, un morceau de bois, où on raconte, en fin de compte, il y a ce désir de raconter plusieurs choses en même temps. Imaginez qu'un écrivain, il écrit un livre, mais ce serait plusieurs livres dans le même. Donc des histoires différentes. Donc évidemment, la compréhension, mais je n'ai pas à m'exprimer là-dessus. Je pense que la peinture, elle doit parler, elle doit interroger, voilà. Je crois que c'est intéressant, c'est d'interroger. C'est drôlement intéressant, quoi. Hein, toutes les choses qui sont voilées, qui sont sous-dites. C'est entre le dire et le non-dire, la peinture aussi, quoi. Oui, et elle est reçue avec ce que l'on est. Qui que nous soyons, d'ailleurs, oui. Quelle que soit la formation que nous avons auparavant, qu'elle soit universitaire, intellectuelle, comme vous dites, ou pas. Je veux dire, elle peut parler à tout le monde. Pierre Soulages disait, alors je trouve que ça m'a un peu... ça m'a rassuré le jour où il a dit ça, c'est qu'il disait qu'une peinture, c'est indicible. Et je pense que ça permet aux gens... Enfin, je trouve que ça devrait mettre à portée de tout le monde, quelle que soit la formation qu'on a, de pouvoir être légitime face à un tableau et de dire si oui ou non, on aime, on n'aime pas, et ne pas être dans cette espèce de snobisme des fois, de vouloir expliquer à tout prix une peinture. Où là on se fait... Expliquer, c'est une chose. Être lucide un peu sur ce qu'on fait, je trouve que c'est quand même important. C'est-à-dire... pas être complètement idiot. Moi, j'ai réalisé qu'en réalité, on était fait d'inconscient et de conscience. Alors, quel est le pourcentage d'inconscience et de conscient? J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'est fait de ces deux choses-là. Comme le dit Merleau-Ponty. Voilà, mais complètement. Vous comprenez? Si j'adhère à des textes, c'est parce qu'en fin de compte, ils sont aussi en moi, quoi. Hein, mais j'aurais pas su le dire de cette manière-là. alors allez-y. Que dit Merleau-Ponty? Ah, Merleau-Ponty, c'est absolument... C'est absolument extraordinaire. Il dit ceci. Alors, c'est un philosophe qui est mort en 61, je crois, que je ne connais pas d'ailleurs, mais quand je tombe sur un texte comme ça, évidemment, j'adhère complètement. Alors, il dit ceci. Essence et existence, imaginaire et réel, visible et invisible. La peinture brouille toutes les catégories en déployant son univers onirique d'essence charnelle, de ressemblances efficaces, de significations muettes. Alors moi, je ne peux pas dire autre chose que ça, il a tout dit pour moi dans la peinture. Pour moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et cette coexistence, en fait, entre notre cerveau, enfin notre cortex, et la part d'inspiration qui est complètement invisible, comme il dit, et qui irrationnelle. Ah, c'est complètement irrationnel. C'est les deux qui se mêlent pour faire une toile, finalement. Ou parfois pour faire une création artistique, quelle qu'elle soit. Soit en musique, en littérature, mais en peinture, c'est aussi ça, finalement. Complètement. Moi, je trouve que ce texte est merveilleux. D'ailleurs, je sais pas, il est dans un de mes livres, il doit être dedans, je suppose, parce que quand j'ai trouvé ça formidable, c'est vrai. Il avait tout dit.
Il avait tout dit d'une certaine manière, oui. Mais bon. Votre livre, Éden et GN, c'est vrai que vous avez les tableaux que vous avez mis dedans, certains ont été, vous me l'avez dit parce que je ne l'avais pas remarqué au départ, ont été grattés. Quand vous parliez de ce paradis que l'univers nous avait donné et que l'homme s'acharne à détruire, c'est pour ça que parfois vos peintures, vous les grattez quand elles sont sur bois. Un petit peu moins maintenant. Mais vous savez, c'est toute une histoire, ça. Donc vous les peignez étonnant. Et ensuite vous les abîmez. Dans les années 2003, j'ai fait un travail assez étonnant. J'ai fait une quinzaine, une vingtaine de travaux sur notamment des sujets qui sont on appelle ça des gueules, des têtes, etc. J'ai fait des pietas. Pieta, oui, là on revient au sacré. Hein. Et je travaillais sur bois, et figurez-vous que j'ai commencé à travailler avec un couteau. Mais non pas avec un couteau de peintre, avec le couteau de boucher de mon père. Et j'ai commencé à gratter mes formats, parce que c'est quand même des travaux qui respirent les difficultés de vivre, quoi, la souffrance. Une piéta, c'est quand même la mère et le Christ dans ses bras. Hein, voilà. Donc j'ai une mère qui a eu beaucoup de soucis aussi que ses enfants, certains en tout cas. Et donc j'ai fait un travail tout à fait important sur ma mère, qui est aussi une piéta. Oui, c'est très drôle, et je ne l'ai pas voulu, ça a été fait comme ça. Et dans ce tableau, finalement... Les choses sont venues, et si un jour vous venez à la maison, je vous montrerai, il y a des entailles dans le bois, mais épaisses comme ça. Utilisées avec un couteau de boucher. Un couteau et un marteau et des gouges de sculpteur. Vous avez réuni vos parents dans une même toile, finalement. Complètement, ah oui, complètement, ouais. Complètement, le couteau et le sujet. Voilà. Donc, c'est resté très très longtemps. Alors, c'est une technique que j'avais beaucoup utilisée avec mes élèves, avec le pastel gras. Il y a des gens qui connaissent ça. Le pastel gras, ça permet de mettre une couche de pastel, et puis par-dessus une autre couche, et puis vous grattez avec, je sais pas, une mine pointue, etc. Vous allez pouvoir faire un dessin, et vous retrouvez la couleur en dessous. Donc le grattage était quelque chose, quand même, d'extrêmement... c'était souvent que j'utilisais ça, quoi, en fin de compte. Hein. Histoire comme une volonté de retrouver la matière originelle. Ouais, et puis vous faites une surprise. Il y a toujours du rêve dans la surprise. Vous grattez, d'un seul coup, il y a les couleurs du dessous, vous aviez mis qui apparaissent, un rouge, un jaune, un bleu. Écoutez, je me suis bien amusé avec ça. Et le grattage, beaucoup plus tard, après, dans des formats et des harmonies différentes, dans l'huile, ça m'a beaucoup intéressé, d'autant plus que le couteau de mon père, je l'ai toujours, et je l'utilise toujours. Ouais, j'en fais autre chose. C'est une manière d'intégrer aussi l'inconscient familial, c'est aussi le legs, les valeurs transmises. Le passage du témoin, voilà, c'est ça. Symbolisé par le couteau. Très important pour moi, parce que, et on parle, j'en disais quelques mots l'autre jour, la culture, moi je ne suis pas un homme cultivé, j'essaie de me cultiver tout le temps, évidemment, mais bon, qu'est-ce que c'est que la culture ? Je pense que la plus importante culture que j'ai eue, c'est celle des miens. C'est mes parents, voilà. Et qui étaient, encore une fois, de simples bouchers. Donc... plus que les Beaux-Arts. Je leur dois beaucoup. Finalement, ils m'ont rien appris. Aux Beaux-Arts. Ah, ils m'ont rien appris. Si, j'ai appris une ambiance. J'ai appris... quand j'étais élève, j'étais stagiaire professionnel en même temps, football. Vous vous rendez compte, si j'étais mal à l'aise sur les terrains de sport, j'étais aux Beaux-Arts. Et quand j'étais aux Beaux-Arts, j'étais un footballeur au Stade Rennais. C'est bizarre. Ça leur paraissait bizarre pour moi. Voilà. Et ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire. En fait, ça fait un parcours. Vous étiez finalement un électron libre dans les deux cas, quoi. Complètement. Dans les deux univers. Complètement. C'est pour ça que j'ai caché ça pendant assez longtemps. Oui. Voilà. Et c'est un peu grâce à Michel Lebris, qui m'a permis... Et ces valeurs familiales, finalement, ont plus contribué à faire le peintre que vous êtes aujourd'hui, plutôt que votre formation aux Beaux-Arts. Ah, c'est une évidence. Écoutez, l'amour que j'ai reçu, l'éducation que j'ai reçue, vous savez, j'étais élevé au Cordelier de Dinan, attention, bien élevé évidemment, les années 50, c'est quand même quelque chose, 55. Bon.
Il faut dire, et je remercie un homme qui était un prêtre et un peintre, qui m'a un peu éduqué. Écoutez, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais c'est marrant, les gens, ça va les amuser. Il m'appelait le petit Cézanne, j'avais 12-13 ans. Il m'a emmené avec la classe du bac à Paris dans un voyage. Il m'a dit, je t'emmène au Louvre. Et alors, extraordinaire, parce qu'après, quand j'étais prof aux Beaux-Arts, j'ai eu quelques modèles devant moi, quand même, à peu près 3 par semaine. Donc le corps humain féminin connaît assez, quoi. Il me dit, écoute Alain, j'étais avec la classe du bac, donc avec des grands. Moi, j'avais 13-14 ans, je pense. Il me dit, écoute, on va aller au Louvre, tu vas voir, les peintres ont utilisé énormément de choses, de sujets différents, entre les natures mortes, des scènes de genre, des paysages. Voilà, ils ont utilisé tout ça. Et puis aussi, le corps humain féminin a été extrêmement traité par les peintres. Tu regarderas ça comme on regarde un paysage. Vous vous rendez compte, un prêtre des années 55 qui vous dit ça, c'est un homme qui m'a marqué. Je m'en suis toujours souvenu quand j'ai eu un modèle devant moi. Le regarder, non pas avec l'œil d'un homme, mais le regarder comme un paysage. Mais je dis toujours, mais c'est vrai, la beauté, elle est partout, quoi. Où on est, ça peut être le corps féminin, ça peut être le corps masculin, ça peut être un paysage, la transparence de l'eau, ça peut être le regard de votre chien. Mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Comment ? La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Ben, faut savoir faut se donner du temps pour le faire, pour contempler, pour recevoir des choses. Ouais. Alors vous me dites que vous n'avez rien appris aux Beaux-Arts, et c'est pour ça que vous êtes allé y enseigner ensuite ? Pour essayer de faire apprendre quelque chose aux élèves ? Écoutez, je pense que... Moi, j'étais un petit prof aux Beaux-Arts, mais je pense que j'ai appris des choses à mes élèves. D'ailleurs, je les revois, ils viennent me voir. C'est-à-dire, quand je racontais quelque chose, moi, je le faisais. Vous comprenez ? Moi, j'avais des enseignants. Écoutez, je leur dois la poésie dont ils émanaient. Ça, évidemment, c'était très agréable. Mais dans l'apprentissage des choses, rien. Moi, je suis sorti avec un premier prix de peinture aux Beaux-Arts de Rennes. J'avais mon 3e enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Étudiant aux Beaux-Arts, troisième enfant. C'était les années 64, 65, 66. Je voulais faire de la peinture, vous vous rendez compte ? J'ai demandé à ma première épouse d'arrêter de travailler. Et je suis parti sur les routes vendre des conneries, bêtises. Parce que j'ai tout fait, vraiment tout fait, quoi. Ça a été horrible, hein. Et puis j'ai appris beaucoup de choses dans l'horreur, quoi. C'est ça qui est incroyable. Je vous disais tout à l'heure, il faudrait plusieurs vies, parce qu'on est en apprentissage tout le temps, quoi. Si j'avais une deuxième vie, qu'est-ce que je ferais ? Je me demande bien. L'apprentissage, toujours. Comment ? L'apprentissage, toujours. Toujours un autre apprentissage. Avec l'expérience de la première, vous voyez. Voilà. Parce qu'on ne ferait plus les mêmes choses, évidemment. Évidemment. J'ai perdu un peu de temps. Vous savez, je suis rentré à 38 ans à l'école des Beaux-Arts. Super heureux, moi, c'était une vie qui commençait, quoi, évidemment. Extraordinaire, là, vous vous retrouvez avec 50, 60 élèves. Qu'est-ce que je vais leur raconter, quoi ? D'un seul coup, vous êtes de l'autre côté du miroir. Et il faut leur apporter quelque chose. Et là, j'ai vraiment, je crois, avec les années, apporté des choses aux gens, quoi. C'est-à-dire, je leur parlais de pratique, évidemment, mais de l'esprit des œuvres, quoi. Ça me paraît très, très important. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde, quoi ? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez ? Et personne ne verra la même chose. Voilà, dans l'esprit, quoi. Restez dans l'esprit, quand même. Hein ? Vous ne regardez pas le printemps de Botticelli comme vous regardez un Bacon, quoi. C'est pas possible, quoi. Hein. Ou un Goya, hein, ou un Ribérol, voilà. Parce que on a là les grands peintres derrière nous, hein. Ça, c'est incroyable, quoi. Et c'est une richesse. C'est une richesse. Moi, ils me font pas de l'ombre, hein. Ils me font pas de l'ombre. Chacun fait ce qu'il a à faire. Oui, puis ça donne aussi à voir toute la diversité que l'on peut avoir en peinture. Mais complètement. Que chacun peut s'exprimer de manière unique. Ça vous donne toutes il aura sa place pareille. Ça vous donne toutes les sensibilités du monde, en fin de compte, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Quelle richesse, encore une fois, quoi. Mm. Les hommes, les humains sont riches comme la nature est riche. C'est pareil. Ça, c'est vrai.
Il y a un petit texte que je voudrais vous dire. Je peux ? Oui. Alors, est-ce que ça a à voir ? Je parle de la nature, tout. Et d'un seul coup, je pense à un texte de Victor Hugo, et qui est extraordinaire. Alors, c'est ceci. Les gens vont me comprendre. Quand je suis parmi vous, arbre de ces grands bois, dans tout ce qui me touche et me cache à la fois, dans cette solitude où je rentre en moi-même, je sens quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. Et c'est Victor Hugo, ça. Vous comprenez ? Des grands hommes comme ça, qui ont cette croyance-là, je trouve ça, moi, sur mon chemin, mais je me dis, moi, c'est comme ça que je crois. C'est comme ça que je crois. C'est pour ça qu'on peut prier. On peut prier pour ceux qui ont envie de prier. Et il y a de quoi prier à notre époque, hein. On peut prier dans la forêt, on peut prier dans la rue, on peut prier devant son bureau, on peut prier partout, quoi. Faut prier, faut demander les choses, quoi. Voilà. L'important, c'est le cœur. Bah, c'est l'amour. Ce n'est pas le lieu. Vous savez, cette religion catholique, moi, je ne vais pas faire de publicité. Je ne vais pas beaucoup à l'église, sauf quand il n'y a personne dedans, dans les églises. Mais c'est très important, quoi. Hein. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, quoi. Plus essentiel. L'amour... Au sens large. Au sens large du terme. Aimer l'humanité. Et encore une fois, contempler, c'est aimer, respecter, quoi. C'est important, oui. Ça, c'est un beau mot de conclusion pour aujourd'hui. Hein. Ben écoute, pourquoi pas. Merci. On se retrouve demain, puisque nous avons encore 2 jours à passer ensemble. Eh ben écoutez, pas de problème. À demain. À demain. Éden et Géhenne. La création à sa source. Voilà la naissance du premier homme et de la première femme. L'Éden, le cocon d'une éternité. Les oiseaux multicolores sont posés sur des arbres immenses aux fruits veloutés et doucereux. Adam et Ève, dans leur nudité sans nombril, jouissent d'une liberté idéale dans l'enclos savoureux de l'Éden. Nostalgie d'un état premier qui offre le refuge parfait, la paix absolue et l'absence totale de besoin. C'est l'harmonie de cet Éden dévolu à la première humanité. Mais dans ces toiles s'insinue le chaînon manquant. Voilà la question du renoncement au paradis, à cet espace dont la faune et la flore sont en équilibre absolu, cadeau formidable pour le premier couple humain. Comment comprendre cette impulsion humaine à tout saccager ? Dans les cœurs vierges d'Adam et d'Ève germe le soupçon, la curiosité et l'envie. Alors s'inscrivent le renoncement au bonheur offert, la volonté trouble et inquiète de savoir et l'erreur originelle. L'Éden se brouille, le bonheur s'efface, la souffrance prend place. Quel penchant obscur pousse-t-il l'homme à tout détruire, à effacer le bonheur qui lui est éternellement promis dans la création, pour intégrer une condition humaine fragile et mortelle ? Éternel renoncement au bonheur ou nostalgie de l'Éden perdu ? C'est l'entrée dans la géhenne, dans une existence limitée et souffrante. L'orgueil puni de l'homme. C'est l'approche d'Alain Oregan. Soyons désormais capables de souffler sur la moindre braise de bonheur. Après le rêve d'une virginité perdue de l'humanité, construisons avec vigilance un monde possiblement vivable pour tous. Jean-Louis Lozach meurt. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.